Avatar de feu et de cendres est sorti il y a 2 jours. C'est un événement mondial pour les salles de cinéma, pour l'économie du cinéma, à l'image de ce qu'ont été les 2 premiers films, Avatar et Avatar La Voix de l'eau. Je suis allé voir le film le jour de sa sortie, dans une séance en version originale sous-titrée, 3D, HFR, avec un son en Dolby Atmos, donc dans une très belle salle, dans de très bonnes conditions. Et je suis ici pour rendre un verdict, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Faut-il aller voir ce 3e volet d'Avatar ? La réponse est oui, parce que c'est d'abord un film qui, au moins sur le plan visuel, c'est souvent ce qui est souligné d'abord, est incomparable, d'une précision dans ses effets spéciaux, dans l'utilisation du CGI qui n'a jamais été atteinte jusqu'ici à mon sens, d'une ampleur visuelle, dans le foisonnement, l'épaisseur, les volumes, qui est également extraordinaire, et qui bénéficie, qui est servi par une 3D magnifique. J'ai eu le sentiment, comme jamais encore une fois auparavant, même pas du tout dans le 2, c'est vraiment plus fort que dans le 2 pour moi, que j'avais vu dans la même salle, dans les mêmes conditions, j'ai eu le sentiment de pouvoir toucher le monde, mais pas seulement toucher, j'ai eu le sentiment que l'image n'était plus une image, qu'il n'y avait plus de cadre, qu'il n'y avait plus d'objectif, qu'il n'y avait plus d'écran, et qu'il n'y avait que les formes en train de vivre devant moi. Et d'ailleurs, je pense que c'est le projet esthétique d'Avatar, de faire vivre des formes, de faire interagir des personnages avec un environnement, de faire vivre un environnement au lieu d'un décor. Il n'y a plus de décor, il n'y a qu'un environnement. C'est pour ça qu'on essaie au maximum, que James Cameron essaie au maximum par sa mise en scène et avec l'aide de ses équipes d'effets spéciaux, de supprimer la sensation de bord du cadre. C'est pour ça que sa mise en scène est très ronde, si j'ose dire, comme des bulles. C'est une mise en scène qui, dans sa grammaire, dans sa rythmique, dans son découpage, n'est pas ponctuée, n'est pas faite de moments d'illustration syntaxique. Je m'explique, il y a peu de points d'accroche, de moments où les mouvements de caméra complexes, qui n'existent d'ailleurs pratiquement pas dans le film, viennent marquer un arrêt, viennent montrer sous un angle particulier un plan extraordinaire. La beauté vient plutôt de la fluidité, de l'enchaînement limpide des plans, avec une forme de transparence dans la manière de filmer, qui permet de rendre compte d'un environnement et de sa présence, de la vie d'un environnement. Donc, pour sentir cet environnement battre et vivre à l'écran, je pense que la 3D reste la meilleure option, même si je suis à peu près persuadé, je m'en tiens à l'avis de mon collègue Étienne, que la 2D fonctionne également très bien et propose des images très fortes. Le film en lui-même est magnifiquement éclairé, construit, conçu. Mais je recommande quand même d'aller le voir en 3D pour ceux que ça ne dérange pas, pour ceux qui aiment bien ce procédé, ils seront à mon avis ravis. Le film retrouve plus ou moins l'expression foisonnante du premier, qui était très chargé et très riche, grâce à l'environnement de la forêt, plein de lianes, de fleurs, d'éléments bioluminescents, là où le 2, même s'il était quand même foisonnant et riche de formes, était nettement plus transparent, à la recherche d'une sorte de regard sur le monde liquide, notamment les scènes sous-marines qui nous faisaient voir à travers l'élément marin. C'était une grande force, parce que la modélisation de l'eau, la modélisation précise de l'eau, n'empêchait pas l'extrême limpidité de l'image et notre capacité à nous repérer dans l'espace aquatique. Mais le premier était, il faut le dire, plus touffu visuellement. Celui-ci retrouve quelque peu l'énergie massive du premier, même dans ces scènes aquatiques, qui sont nettement plus éclairées de bioluminescence, qui sont nettement plus chargées de personnages, plus agitées de vagues à mon sens, donc plus proche d'une idée de masse que d'une idée de transparence. Bien sûr, parler d'Avatar sans mentionner le principal reproche qui est souvent fait à la saga serait un manquement incroyable. Le scénario est, comme celui de tous les autres films Avatar, très critiqué pour ses répétitions, pour sa prétendue ou son apparent simplisme, là où il n'est que simplicité, clarté, et à mon sens répétition non, mais reconfiguration de schémas narratifs qui certes viennent un peu se refaire, mais se transforment sans cesse. Les personnages traversent des situations que d'autres personnages ont pu traverser dans d'autres films, mais ne les traversent pas de la même manière, n'en retirent pas les mêmes leçons, et ça c'est Stéphane Moïsakis qui le disait dans son article sur Rokirama, le fait que surviennent des éléments qu'on a le sentiment d'avoir déjà vus, fait renaître des images et donc des émotions qui permettent d'appuyer la scène. À mon sens, la grande force du film, sa grande originalité par rapport aux 2 précédents, c'est cet aspect climax qu'on a beaucoup décrit, ce sentiment que certains ont ressenti comme un trop-plein, que beaucoup ont associé à une vitesse un peu excessive, à un enchaînement un peu trop rapide des séquences, même si moi je trouve qu'il connaît des moments d'aération, certes moins amples et moins nombreux que le précédent,
mais qu'il est quand même aéré par des scènes plus flottantes, par des inserts, par des plans d'ensemble. Il est vrai qu'il y a une sensation de démesure et d'explosion d'effets, toujours maîtrisée déjà parce que représentée avec une précision technique extraordinaire, et surtout parce qu'ils ne perdent jamais de vue, ne font qu'on ne perd jamais de vue le sort de cette famille et de chacun de ses membres. Avatar 1 racontait l'histoire de quelqu'un d'incomplet qui vient s'accomplir dans son corps de Na'vi. Avatar 2 racontait la venue de nouveaux personnages qui tous étaient tiraillés sur le plan ontologique. Sont-ils Na'vi ou humains? Sont-ils enfants ou adoptés? Ils étaient tous tiraillés dans une situation un peu d'hybride. Le 3 vient raconter la manière dont tout se conclut. À partir de maintenant, d'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent, je vais spoiler. Un élément décisif pour moi qui vient entériner ce que je pensais des thèmes d'Avatar, c'est-à-dire notamment comme thème principal l'idée de l'hybride et de la recherche de l'unité ontologique, c'est le suicide de Quaritch. Quaritch se suicide parce qu'il ne sait pas comment s'accomplir. Il a connu une aventure érotique avec une Na'vi qui ne l'a pas comblé complètement, visiblement. Il ne se sent plus tout à fait marine, mais il ne se sent pas non plus en phase et en communion avec le monde de Pandora. Il est incomplet, tiraillé, il ne résout pas son tiraillement. Là où Neytiri, à la fin du film, le résout en adoptant Spider pleinement, en sauvant une nouvelle fois Jake, donc en retrouvant l'état de stabilité qu'elle avait connu à la fin du premier. D'où l'intérêt de faire dialoguer les deux séquences où elle sauve Jake Sully. Parce que dans le premier, elle lui sauve la vie et lui permet de s'incarner en Na'vi. Dans le deuxième, c'est elle qu'elle sauve en le sauvant. En témoigne cette scène extraordinaire où elle se lave le visage de son maquillage. Elle a revêtu un maquillage, elle c'est rouge et noir, qui est celui des membres de la tribu de Varang, qui est entre guillemets la méchante du film, et en se débarbouillant, elle retrouve une sorte d'authenticité et d'âme qui fait qu'elle est terrifiée, qu'elle est horrifiée par l'idée de tuer Spider, et change donc d'avis. S'ensuit le plan où Spider, Jake et Neytiri se tiennent dans les bras l'un de l'autre. Très beau plan de réunification familiale où chacun est en train de retrouver sa place. Quaritch, lui, n'atteint pas cela. Quaritch, depuis le 2, parce qu'il n'existe que depuis le 2, je rappelle que Quaritch n'est pas Quaritch. Ce Quaritch n'est pas le Miles du premier film, c'est ce qui est intéressant. Donc ce nouveau Quaritch essaie tant bien que mal d'être Jake Sully, ce qu'il ne parvient pas à faire. Dans le premier, quand il veut monter un Ikran, il dit « si Jake Sully a pu le faire, je peux le faire aussi ». De la même manière, il se lie avec une Na'vi, comme Jake Sully a pu le faire, il essaie d'intégrer un clan, comme Jake Sully a pu le faire, il essaie d'avoir une famille, un enfant, mais il n'y parvient pas, il ne convainc pas Spider, il ne vit pas une véritable histoire d'amour avec Varang, il ne s'épanouit pas dans le monde de Pandora, parce qu'il a refusé l'évidence, c'est-à-dire de voir. Et pour moi, tout Avatar est là-dedans. Voir l'évidence, voir ce qui est là. C'est très difficile de ne pas avoir un regard critique ou un regard systématique, de ne pas avoir un regard stigmatisant, d'avoir un regard qui embrasse la plénitude du monde. C'est ce que Jake Sully essaie de lui expliquer. C'est d'ailleurs le chemin par lequel est passé Jake Sully. Il a fini par embrasser la totalité organique de Pandora, cette espèce de totalité cosmogonique, qui est le film en lui-même en fait. Le film essaie d'être cette totalité-là, sur le plan plastique, narratif, sonore, avec l'usage de la musique, des voix, etc. De fait, Quaritch ne se libère pas de son tiraillement ontologique, il n'atteint jamais l'unité, l'un, il reste prisonnier de ses propres contradictions, il ne parvient pas à être Jake, et d'ailleurs être Jake voudrait dire vouloir être quelqu'un d'autre. C'est le problème de Quaritch, c'est qu'il n'est personne. Il n'est pas Miles Quaritch, donc il n'est pas le père de son propre fils, puisqu'il n'est qu'une sorte de doublure génétique. Il n'est pas Jake Sully, et vouloir être Jake Sully est une erreur, il s'en rend compte à la fin, c'est pour ça qu'il a ce mot, c'est gênant. Et il n'est pas un Na'vi non plus, il n'est plus un Marine, puisqu'il a été de toute façon mis à pied. Donc il n'est personne. Il se suicide parce que son incapacité à voir, à faire corps avec le monde, le laisse à l'écart du monde. Et c'est en fait... je vais jouer un peu sur une analyse métatextuelle, mais c'est un petit peu... ce que je fais pas trop souvent normalement, mais c'est un petit peu la position de beaucoup de gens qui n'aiment pas Avatar. Pas tous, évidemment. Il est tout à fait permis de ne pas aimer Avatar ou de l'aimer à moitié. Mais souvent, ce que je remarque quand j'ai des conversations avec des personnes qui n'ont pas aimé le film, c'est que ces personnes-là ont refusé de s'abandonner à l'évidence. Elles sont restées en dehors du monde. Donc, fort heureusement, elles ne souffrent pas autant que Miles Quaritch, mais elles ne parviennent pas à faire corps avec Pandora, à être en osmose avec
l'univers diégétique et l'univers esthétique que propose James Cameron avec Avatar. C'est tout l'intérêt d'Avatar. Dans le podcast de Capture Mag, Rafik Djoumi mentionne justement la dernière vidéo de Like Stories of Old, qui a été commentée par François Thorel, et dans laquelle le vidéaste expliquait que les films avaient un goût de faux, avaient perdu le goût du vrai film, la sensation de réel. Mais c'était pas tant une sensation de réel qu'il recherchait qu'une sensation de vrai, justement. Alors, François Thorel et lui se demandaient si ça ne tenait pas aux aspérités, si ça ne tenait pas à l'aspect parfait de l'image numérique. Moi, je pense surtout que ça tient à l'absence de loi interne dans les films contemporains. Le fait que les films n'osent plus imposer un langage à l'intérieur d'eux-mêmes, un langage qui leur est propre, là où Avatar fonctionne selon un langage qu'il a lui-même inventé. Et dès le premier film, quand il y a la transition du monde humain vers le monde Na'vi et du monde en prise de vue réelle vers la performance capture par le biais de l'éveil de Jake dans son corps d'Avatar, il fallait accepter ces lois internes du film, s'y abandonner. Il fallait redécouvrir le monde. C'est pour ça que Pandora est une doublure de notre monde à nous. Il lui ressemble finalement. Les espèces et les formes qui sont dans Pandora sont des espèces d'extrapolation de ce qui existe sur la planète Terre. Justement parce que le propos, c'est d'apprendre à se réintroduire dans le monde et à de nouveau le découvrir, à le voir de nouveau, comme un bébé. C'est pour ça que Neytiri appelle Jake le bébé dans le premier. Donc le film contient un fonctionnement interne, un système de mise en scène interne, un système visuel, plastique, rythmique, narratif, un jeu d'écho, de renvoi, de formes, d'archétypes, de cycles. C'est pour ça qu'on a l'impression que les motifs reviennent tout le long du premier au deuxième au troisième. C'est pour ça que beaucoup parlent de répétition. Et cette répétitivité, cette itération, cette réitération des motifs et des schémas est en fait le cœur même du film, c'est-à-dire qu'il fonctionne par ce langage-là, il a créé un monde en lui-même. Moi je pense que c'est sa grande force. Je pense que ce qu'il trahit, c'est de tenter cette unité esthétique, donc ce qui dans la diégèse est une unité ontologique à une époque où il est relativement mal vu de le faire, et qui plus est avec une technologie extrêmement moderne, avec une technologie qui s'affiche en tant que technologie. Je pense qu'il y a une forme de suspicion vis-à-vis d'un film aussi gros et qui demande autant de moyens techniques. Ça crée souvent une mise à distance de fait, dès l'origine, entre le spectateur et le film. Et ça, c'est dommage parce que ça ne tient quasiment qu'au spectateur, ça tient à celui qui ne parvient pas à se défaire de ses a priori sur une technique. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les spectateurs qui n'ont pas aimé le film, cependant. Reste que Avatar de feu et de cendre est celui qui pousse le plus loin cette logique interne des schémas et des formes visuelles, celui qui, à mon avis, est la plus grande déflagration visuelle de la trilogie. Les plans sont somptueux, je me souviens de plans de lune, des sortes d'éclipses qui brillent, qui sont flamboyants, je me souviens de l'épaisseur des corps, des peaux, des matières, et c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Vraiment, c'est peut-être la plus belle séance de cinéma que j'ai connue pour l'instant, au moins du point de vue de l'expérience sensible, ce qui n'est pas rien quand même, parce que souvent on demande au film d'être profond, et pour moi Avatar est très profond. On n'accorde pas assez de crédit au fait que la sensation qu'il procure au visionnage est déjà un enjeu esthétique, artistique très puissant, et déjà un enjeu narratif. Le scénario peut déjà préparer cet abandon à l'image et au sens. Donc, l'aspect sensuel est primordial dans Avatar. Je pense que beaucoup des grandes forces de Avatar de feu et de cendre tiennent dans des scènes où on flirte avec l'irreprésentable, c'est-à-dire l'altérité, la sensation d'une peau extraterrestre qu'on ne pourra jamais toucher, mais qu'on a l'impression de pouvoir toucher et qu'on sent comme réelle, alors qu'elle est fausse. C'était la même chose que les peintures dès le premier sur la peau de Neytiri. On avait le sentiment que c'était des vraies peintures, mais en fait c'était de la peinture numérique sur une peau numérique. Et la sensation de présence était très importante parce qu'elle introduisait non pas des aspérités, comme je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas les aspérités qui donnent l'aspect vrai d'un film, mais la sensation du vrai, la sensation que la chose existe. Et ça, on peut le faire même avec du numérique, qui est a priori une technologie qui gomme les aspérités. Une image par exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est celle d'Eywa, qui m'a fait un peu douter parce que je me suis demandé s'il n'y avait pas une forme d'anthropomorphisme théologique dans Pandora. C'est une image qui évidemment rappelle le bébé de 2001 et qui a une fonction un peu similaire dans l'espèce d'abstraction métaphysique qu'elle suppose, mais qu'après coup je trouve très belle par sa pureté, par son caractère allusif, parce qu'elle ne dit rien, parce que les personnages, la voyant et découvrant une Eywa qui ressemble à un Na'vi,
ou à une Na'vi, ne font pas de remarques sur sa forme. Comme si c'était spontané, naturel. De là, on peut, mais ça reste une hypothèse, supposer que tous les êtres de Pandora conçoivent Eywa comme une représentation d'eux-mêmes. Ce n'est pas exclu, parce que les personnages ne commentent pas ce qu'ils ont vu, et je trouve ça très fort. Un élément qui me gêne dans les 2 derniers films Avatar, et qui est très mince, très maigre, c'est quand on montre le point de vue des Tulkun, par exemple. Quand on montre l'image sépia où Payakan observe Loak, par exemple. Ce qui pour moi est une faiblesse, parce que ce qui serait beau, ce serait l'irreprésentable. L'idée que Payakan a une conscience puissante, une grande intelligence, une grande sensibilité, mais qu'on ne peut voir que cet œil qui renvoie l'image de l'irreprésentable. De la même manière que Spielberg filmait l'œil du cheval dans Cheval de guerre, en témoignant de son incapacité à rendre compte de la perception du cheval, sans pour autant la nier. Et c'est ça que j'ai trouvé très beau. Donc ça, c'est une très légère faiblesse, mais qui ne pèse rien, tout comme par exemple les changements de frame, les changements de ratio d'image. On passe de 24 images secondes à 48, à 60, et ainsi de suite, et on sent parfois une sensation de saccade quand on passe de 48 à 24. Et je comprends que ça puisse un peu heurter au visionnage. Pour moi, c'est très léger, ça ne veut pas dire que ce n'est pas là, mais face à un film qui offre autant de satisfaction et d'abondance de sens et de forme, et les deux dialoguent ensemble, le sens et les formes du film, c'est le cas c'est un peu une formalité ce que je dis, c'est le cas de la plupart des grandes œuvres narratives et des grandes œuvres cinématographiques, mais un film qui propose une telle abondance ne doit à mon avis pas être jugé sur des détails qui certes peuvent être mentionnés dans une critique, mais qui ne peuvent pas, à mon avis, justifier une critique négative. Non pas que la critique négative ne se justifie pas, mais qu'elle ne se justifie pas à partir de ces détails-là. De fait, j'ai l'impression que Avatar est l'une des œuvres qui polarise le plus des sensibilités, et non pas des jugements prétendument objectifs. C'est très difficile d'avoir un jugement objectif, mais sur Avatar, presque personne ne parvient à en avoir un. Pourquoi ? Parce que le film divise, en termes d'appréciation, ceux qui croient à ce qu'ils voient, et qui ont foi dans ces images, et dans cette histoire de famille, et qui comprennent les thèmes qui sont développés de film en film, et ceux qui restent en dehors. D'où le cas assez rare de quelqu'un qui n'aimerait pas un des films et qui apprécierait les 2 autres, mais qui existe. Simplement, il est plus rare, parce que c'est une polarisation qui tient à l'origine du regard qu'on porte sur le film. C'est le type de regard qu'on va poser sur le film qui détermine plus ou moins notre manière de le comprendre et de l'apprécier. Maintenant, comme je suis là pour donner mon avis, je l'ai déjà un peu fait, je vais finir. Il faut, à mon sens, voir Avatar de feu et de cendre. Il faut comprendre Avatar comme une trilogie qui maintenant finit, même si un 4 et un 5 pourraient sortir, moi ça me réjouit pas outre mesure. Il faut comprendre ces films comme un ensemble, et ils ne sont que ça, un environnement de réponses, de stimulations internes, où évolue une famille complexe, une famille recomposée, une famille pleine de doutes, une famille dans laquelle les personnages traversent des sentiments classiques de l'humanité, qui est la difficulté de parler à un enfant qu'on a adopté, la difficulté de s'accomplir face à un frère brillant, l'épreuve d'être mère, l'épreuve d'être père, l'épreuve du deuil, l'épreuve du changement d'environnement, du déménagement. Et tout ceci est réellement puissant dans le film, parce que ça parle de choses qui pourraient avoir leur place dans un film, oserais-je dire, réaliste, et qui se retrouvent dans une grande aventure de science-fiction, qui, comme ça a été beaucoup dit, tient également du film d'aventure et du western. Donc Avatar est un film qui joue à la fois sur l'idée de la représentation de sentiments humains qui se retrouvent chez les Na'vi, donc de sentiments prétendument universels, et l'expérience d'un monde nouveau, qui lui aussi tente d'atteindre, de toucher à l'universel, ou que James Cameron veut rendre à l'universalité par le côté primordial de la représentation. Conclurai par essayer de trouver une place à Avatar dans l'histoire des formes. Très brièvement, évidemment, je ne peux pas en rendre compte en détail ici. Je n'ai pas vu beaucoup de films cette année. Je regarde moins de films au cinéma qu'auparavant, ce qui ne veut pas dire que je n'en regarde pas du tout. Avatar 3 est, de fait, mon film préféré de l'année, et peut-être bien plus que de l'année. Je trouve que c'est un film qui a une importance capitale dans l'histoire du grand spectacle hollywoodien, en sachant que le spectacle n'est pas juste un trope, n'est pas juste un filon mercantile, c'est aussi un mode d'expression. Par exemple, dans la série télévisée, on montre très peu de spectacles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais c'est un domaine esthétique de l'audiovisuel qui comprend très peu l'idée de spectacle, de grand spectacle. Le cinéma hollywoodien a beaucoup mis en scène le grand spectacle, surtout depuis l'époque moderne. Avatar 3 est un film à immense spectacle, et pour moi c'est une date dans l'idée du grand spectacle, parce qu'on n'avait jamais représenté les formes avec autant d'ampleur et avec
autant d'aisance dans la manière de les modéliser en numérique. C'est un cap passé pour le numérique, peut-être un champ du cygne, que sais-je, mais en tout cas un cap passé dans une technologie numérique qui maintenant est pleinement libre de représenter une totalité organique extrêmement riche et foisonnante, là où le premier, par exemple, représentait des environnements un peu plus réduits en termes d'échelle. Là, les échelles sont monstrueuses. Donc le bilan, c'est qu'Avatar est pour moi peut-être l'un des films les plus importants du XXIe siècle. Et là où l'on dira que j'exagère, je répondrai que je pensais déjà ça du premier et du deuxième, et que le troisième vient clore comme une apothéose le sentiment d'extase devant un monde sensible. J'ai pas grand-chose à ajouter parce que, au-delà de l'analyse de certains de ces schémas narratifs et de certains de ces effets de mise en scène qui sont d'ailleurs très complexes puisqu'ils créent une forme de fluidité et de limpidité extraordinaire, il est difficile de parler du film autrement qu'en évoquant les sensations qu'il provoque. Et pour les vivre, le meilleur moyen est d'aller en salle, ce que je vous conseille de faire. Allez voir Avatar 3 qui est un chef-d'œuvre et qui ne plaît pas à certains, qui malheureusement sont restés en dehors, et je pense que que ce n'est pas dommage pour Avatar. Avatar s'en portera très bien sans eux, euh, et, et, euh, et James Cameron également, et ceux qui apprécieront Avatar aussi. C'est dommage pour ceux qui restent en dehors, c'est bien leur droit. Et même si c'est leur droit, je pense que le nombre de personnes qui n'adhèrent pas à ces films pour des présupposés qui tiennent du doute devant les images euh, pose un problème ou témoigne d'un problème dans la capacité à s'abandonner aux œuvres narratives. Et dans une espèce de primauté aujourd'hui de domination des formes un peu cyniques, métatextuelles, de renvoi, de clin d'œil, alors qu'Avatar fonctionne très peu comme ça. Avatar fonctionne comme une, une œuvre spontanée qui se déploie et qui ne cesse de se déployer de cycle en cycle. Il n'y a pas de jeu sur la commercialisation, on ne crée pas comment dirais-je, on ne crée pas d'icônes qu'on puisse commercialiser après, on n'est pas dans un Star Wars, et Dieu sait que j'adore Star Wars. On essaie de retrouver, James Cameron parvient à mon sens à retrouver l'esprit spontané et romantique du grand cinéma classique hollywoodien. Donc si vous appréciez ces formes-là, il vous faut voir Avatar 3 et vous abandonner au film avant d'avoir un avis et un jugement. N'allez pas voir le film pour savoir si vous l'aimez, allez le voir pour le voir et pour en faire l'expérience, vous l'aimerez après. Je vous remercie.